Bonjour, je suis Patrice Weisheimer, je suis coach alignologue et voici mon index ABC. C'est toujours fascinant de voir à quel point on fait preuve d'imagination pour essayer de se déterminer. Et là, c'en est un. Voilà, coach alignologue. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Merci de m'inviter. Merci de vous installer quelques instants. C'est vrai que c'est original, coach alignologue. Coach, on peut le voir, alignologue. Oui, en fait, ça vient de mon besoin de cohérence. Depuis très très longtemps, j'arrive à assez facilement identifier ce qui ne va pas, quoi. Et coach alignologue, c'est quoi? En fait, c'est accompagner mes coachés à aligner leurs valeurs. Déjà, prendre conscience de quelles sont leurs valeurs, pour ensuite les aligner avec les discours et les actes. Et puis, ceux qui veulent, on va également sur la dimension spirituelle avec un 4e point d'alignement autour de la question de la mission de vie. Mission de vie. Et on va voir que votre mission de vie, mine de rien, elle n'est pas partie de là. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, vous avez légèrement bifurqué pour le coup. Est-ce que, en tant qu'alignologue, ça serait un comble que vous ne le soyez pas aligné? Ouais, ce serait dommage parce que pour le coup, mon besoin de cohérence, il serait un peu mis à mal, quoi. C'est clair. Et est-ce que vous êtes dans cette dualité qui, en permanence, cherche à vous désaligner? Je pense qu'on a tous des biais cognitifs et inconsciemment, on n'est pas toujours complètement alignés. On est tous en chemin et moi aussi. Et donc, tout l'enjeu, c'est que les apprentissages, les feedbacks me permettent aussi d'être au plus proche de ce que je considère être comme juste. Qui fait appel à vous aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des dirigeants, il y a des cadres, il y a des personnes lambda, il y a des sportifs de haut niveau qui viennent me voir pour être accompagnés dans ce cadre-là. Bon, on va voir un petit peu quel est votre parcours de vie, puisque le sport a aussi une dimension importante dans votre vie, le handball. Oui, c'est ça. Vous en faites encore? Ça fait 40 ans. 40 ans. Ouais. Et qu'est-ce que le sport, et en particulier le handball, vous ont apporté? Le handball, en fait, je pense que dès le départ, il m'a structuré, en fait. J'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de figures d'autorité, d'entraîneurs, pour certains, qui ont fait de sacrées carrières et qui m'ont permis de développer le goût de l'abnégation, qui m'ont permis d'avoir un cadre. Et en fait, paradoxalement, au départ, en fait, c'est ce qui m'a permis d'être présent dans mon corps. Et il y avait que dans le handball, au départ, que j'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un de complètement intuitif. Et donc, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui de devenir celui que vous êtes, il vous a construit de telle sorte que vous puissiez être celui que vous êtes aujourd'hui. Ouais, ça a été une grande étape. Après, il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Alors, on va en parler, dont une qui est complètement hors sujet, si je puis dire, hors sujet sur la thématique qui vous amène aujourd'hui. Ouais. Parce que vous avez côtoyé quand même les instances politiques au plus haut niveau. Ouais, ça a été une autre étape. Une première partie de vie. Ouais, clairement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Je faisais du lobbying dans le champ de l'éducation populaire, de l'éducation à la démocratie et dans le cadre d'une organisation syndicale. Mais alors déjà, rien que ça, il faut une explication de texte. Qu'est-ce que ça veut dire faire du lobbying pour de la démocratie, pour l'éducation populaire, l'éducation populaire et la démocratie? L'éducation populaire, en fait, ça part du postulat qu'en fait, on est tous égaux, qu'on a tous une part d'intelligence, une part de connaissance. Et l'idée, en fait, alors, il y a toute une histoire derrière l'éducation populaire, et notamment la volonté d'éduquer le peuple à être en capacité de développer son esprit critique, à réfléchir par lui-même, à penser à la société. L'éducation populaire par plein de courants différents, le courant laïque, le courant issu du mouvement ouvrier, le courant issu du christianisme social, ont construit une manière autre d'éduquer le peuple à côté de l'école. D'accord. Alors ça, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Malheureusement. Et vous avez décroché? Non, ça fera toujours partie de moi. Mais par contre, j'ai changé d'orientation professionnelle parce que voilà, j'avais fait le tour. J'étais à la fois dans un premier temps sur le terrain et puis j'ai participé à l'ingénierie des politiques publiques et j'ai fait du lobbying auprès des plus hautes instances de l'État et même au niveau du Parlement européen sur ces questions-là. Je suis même allé ensuite travailler au Conseil de l'Europe pour faire de l'éducation à la démocratie. Et voilà, ça a été passionnant. Ça a été formateur, ça a été passionnant. C'est ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Mais j'avais besoin de travailler la question par un autre angle et particulièrement par le coaching et par aider les gens à être libres. Comment vous découvrez cet univers du coaching?
Bah, en fait, l'éducation populaire a été pour moi une période extrêmement riche dans ma vie, mais d'une certaine manière, je trouvais qu'elle allait pas assez loin dans la lutte contre les aliénations, dans la lutte contre le fait que bah, finalement on est tous programmés par notre éducation, par la société de consommation, par plein de choses. Les codes. Ouais, voilà. Et en fait, il manquait ce travail sur soi, ce travail de développement personnel qu'on peut faire par le coaching. Et puis le coaching, ça a été en complément de tout un tas d'autres formations que j'ai eues par ailleurs, en Reiki, en transmutation de la mémoire cellulaire, en mindfulness, etc. Mais j'ai toujours eu très peur, en fait, d'être dans une espèce de position de domination. De me dire... mais que vous avez recherché aussi. Ce besoin de domination, voire de reconnaissance. De reconnaissance, ouais. Je cherchais un besoin de reconnaissance parce que j'avais pas suffisamment d'estime de moi, clairement. Ça a pu se matérialiser, se concrétiser par certains moments dans une posture de domination. Mais heureusement, j'ai pu me libérer de ça, ouais. Donc, on dit toujours que, en tout cas, ceux qui s'installent ici pour présenter leur index, leur accompagnement et leur expertise, il y a une phase de switch où, à un moment donné, il y a une transition qui s'opère, que vous ressentez au plus profond de vous et qui vous dit il faut changer, il faut prendre une autre orientation. C'est la naissance de vos enfants? Ouais. Moi, la naissance de mon premier garçon, j'ai 2 garçons, Théo et Nils. Et quand Théo est né, ça a été un bouleversement pour moi. Clairement. Moi qui étais un logico-rationnel, plus. J'aimais bien, j'ai mis un coup de stabilo sur la fiche de prod où vous dites logico-rationnel. Ouais, en fait, mon cheminement universitaire qui m'a ramené par un institut en management public, Sciences Po, etc., a fait que, en fait, pour moi, tout avait besoin d'être expliqué. Tout avait besoin d'être rationalisé. Une information était considérée comme juste que quand on avait croisé 3 fois les sources minimum. J'étais pénible, en fait. Et donc, j'étais vraiment parti dans ce trip logico-rationnel, mais vraiment plus. Et en fait, d'ailleurs, même sur la préparation de la naissance de mon fils, j'avais tout anticipé. J'avais lu tout un tas de bouquins en psychopéda sur la petite enfance, etc. Mais il y a un truc que j'avais pas anticipé, c'est une espèce de boule d'amour qui arrive. Ouais. Et moi qui, par rapport à mon histoire de vie, m'étais coupé de mes émotions, ça a été une révélation incroyable. Et ça m'a obligé à prendre de la distance avec mon ego, et parce que tout d'un coup, j'étais également responsable de quelqu'un d'autre. Ouais. En fait, mon enfant m'a libéré, quoi. Et je lui serai éternellement reconnaissant. Et alors, quand il y en a un deuxième dans la foulée... Ben en fait, les enfants sont des maîtres pour nous parce qu'ils sont source d'apprentissage et ils nous obligent, on parlait d'alignement, ils nous obligent tout le temps à bien vérifier que on est bien au clair. Et moi, mes enfants, ils sont très malins et donc ils me renvoient plein de choses. Mais c'est génial. Ouais. Alors, il y a cette prise de conscience et puis il y a la mise en application, le switch qu'il faut prendre, le virage qu'il faut prendre. Comment vous le prenez, ce virage, pour changer complètement d'orientation? Comment je prends ce virage? Comme dit, j'avais fait le tour. J'ai eu des phases difficiles, dont je parle dans le bouquin notamment. Ouais, où, on va parler du livre. J'étais plus complètement aligné et particulièrement dans le monde du syndicalisme, dans lequel j'étais très investi, il y a quand même beaucoup de violence symbolique par le rapport de force. Et cet univers-là, il me convenait plus. Je regrette rien du tout de ce que j'ai fait parce que je pense que ça a été utile et puis on a fait ça dans une logique d'intérêt général, de développement de progrès social. Mais j'avais besoin d'aller dans un autre univers où le côté humain était plus présent, où à travers les accompagnements mais également les rencontres, parce que alors j'accompagne des coachés, mais en fait ils le savent pas toujours, mais eux sont également des sources d'apprentissage pour moi. Bien sûr. Et cette relation humaine, elle est vraiment vraiment riche et j'avais besoin de faire autre chose et là, je me suis vraiment trouvé, en fait. Donc, vous décidez de devenir coach. Ouais. Ce qui est d'ailleurs, le terme coach, est d'ailleurs souvent remis en question. Parce que pas toujours utilisé à bon escient, ou en tout cas trop utilisé pour tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah, alors il y a des coachs sportifs, il y a des coachs en nutrition, il y a des coachs, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, en fait, je me suis formé dans un certain nombre de pratiques énergétiques, mais j'ai toujours eu peur d'être dans une position de domination parce que quand
on est en contact avec l'invisible, on peut avoir des informations qui arrivent et c'est très facile d'être dans une position où l'autre va se dire « Ah, mais il a des infos, etc. » Et là, pour le coup, pour moi, c'est plus juste, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi de me former en coaching professionnel, qui est un titre professionnel qui est reconnu par le RNCP, le référentiel national des certifications. Parce qu'en fait, le job du coach, 80% de son temps, il va poser des questions, en fait. Son job, c'est pas de dire à l'autre ce qu'il doit faire. C'est d'accompagner l'autre à se poser les bonnes questions pour aller identifier quel est le chemin et quelles sont les ressources qui vont lui être utiles pour avancer sur son chemin. Et là, je trouve qu'il y a une posture d'humilité qui est vachement intéressante et qui, d'une certaine manière, pour moi, a été sécurisante parce que grâce à ça, en fait, on est vraiment en posture d'égalité, en posture d'horizontalité. Après, je viens doper ça avec des états modifiés de conscience et un petit peu d'énergétique, pour ceux qui le souhaitent, mais tout le monde ne le souhaite pas forcément, pour favoriser les prises de conscience et permettre aux coachés d'aller plus rapidement dans leurs avancées, dans leurs objectifs. Alors, vous avez écrit ce livre, L'intuition pour seul guide. Je trouve que ceux qui parlent d'intuition sont ceux qui ne veulent pas avouer que c'est une intuition plus. C'est-à-dire qu'il y a plus que de l'intuition. Parce que vous parlez d'énergétique, parce que vous parlez de choses parfois un peu très irrationnelles, pas cartésien, plutôt spirituel, plus. Est-ce que c'est une manière de noyer un peu le poisson et ne pas dire officiellement que vous avez ces facultés-là? Pendant longtemps, je les ai pas eues, en fait. En fait, il y a eu différentes étapes dans ma vie. Mon histoire de vie a fait que, comme je disais, j'ai mis un chapeau sur mes émotions et sur mon corps. Et en fait, l'intuition, c'est quoi? C'est des informations qui nous sont transmises par le corps. Donc pendant longtemps, en fait, j'étais coupé de mes intuitions d'une certaine manière. Donc mon trip logico-rationnel par mon parcours universitaire a amplifié ça. Sauf que ça m'a amené au burn-out, parce que concrètement, j'étais dans un besoin de contrôle plus. J'avais toujours plan A, plan B, plan C. J'étais en insécurité d'une certaine manière, jusqu'à ce que je me libère d'un certain nombre de traumas qui ont fait que j'ai pu lâcher prise. Et pour le coup, ce voyage que j'ai fait au Kirghizistan a été une manière d'aller vers ce lâcher prise et pour le coup, d'aller tester en vrai qu'est-ce que c'est l'intuition, parce que j'avais lu des bouquins, j'étais allé voir des conférences, je m'étais formé, mais je m'étais jamais mis réellement dans une situation où j'allais sortir de ma zone de confort, où j'allais partir sans rien préparer, alors que moi j'anticipe tout en général, quoi. À la rencontre d'un chaman. Ouais. Comment est-ce que vous avez connaissance de ce chaman? En fait, à la base, je sais pas. C'est simplement, comme dit, moi qui étais dans ce besoin de contrôle, j'étais attiré par ce pays de manière totalement irrationnelle. J'avais besoin d'y aller. Et quand j'ai décidé d'y aller, en fait, je me suis dit, mais j'avais lu un certain nombre de bouquins sur le chamanisme et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très surprenant, de très intriguant derrière cette culture-là. Et en fait, le plan, c'était, je prends mon billet d'avion aller-retour, je ne me prépare à rien, qui anticipe tout en général, et en fait, je pose juste comme intention d'aller rencontrer un chaman. Et peut-être que je n'allais pas en rencontrer, mais ça s'est matérialisé assez rapidement. Ouais. Ouais, alors, je suis honnête, on a eu le livre il y a quoi? Il y a 15 minutes, donc j'ai pas eu le temps de le parcourir. Racontez-nous quand même un petit peu ce voyage et cette rencontre. Comme dit, en fait, pour moi, suite à mon burn-out, j'avais besoin de me reconnecter à mon corps et à mon intuition. Et là, cette expérience-là, ça a été l'opportunité, tous les jours quand je me levais dans ce pays incroyable, le Kirghizistan, alors que tout le monde connaît évidemment. Hein, bien sûr. Et tout le monde est capable de le positionner sur une carte, bien entendu. Pays dans l'Asie centrale, entre la Chine, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan. Et en fait, donc on est dans un autre univers où ils parlent russe ou kirghize, où on est dans de l'alphabet cyrillique. Et pour le coup, j'avais pas d'autre choix que de me fier à mon intuition pour me guider, parce que j'ai rien préparé en vrai, quoi. Il y avait juste une destination, je savais où je voulais aller, mais le reste, je n'avais rien préparé. Donc en fait, chaque jour, quand je me levais, c'était... alors je méditais 3 fois par jour pour me centrer et pour avoir des informations. Mais c'est vraiment parti de ça, et ça m'a forcé à affronter un certain nombre de peurs, et ça m'a forcé à me recentrer, à me reconnecter à mon corps et à mes émotions. Ouais. Ça, c'est du courage et du culot en même temps.
Vous n'aviez pas les enfants, tout ça, c'était bien non, avant. Je suis parti tout seul, évidemment. C'est bien, ouais, bien sûr. Lorsque vous revenez, vous êtes quelqu'un d'autre? Oui et non, c'est-à-dire qu'à la fois, ça a été une parenthèse incroyable et qui m'a transformé profondément. Et à la fois, on revient et on a l'impression qu'on reprend le fil de sa vie, quoi. Mais en même temps, quand de temps en temps on se retourne, bah, je suis pas parti pour écrire un livre, mais ça m'est apparu comme une évidence que j'avais besoin de transmettre cette expérience. Et donc derrière, il y a eu l'expérience d'écriture, et puis qui m'a amené à rencontrer plein d'autres gens et à vivre d'autres expériences. Et en fait, ça a été une étape vraiment importante qui a participé à transformer ma vie clairement. Et en même temps, c'était que 3 semaines de voyage, donc c'est pas grand-chose dans une vie, quoi. Enfin, c'est une immersion quand même, hein. Ouais. Pour le coup, c'est une immersion. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte concrètement aujourd'hui dans votre approche de coaching telle que vous la concevez? Maintenant, quand je parle de lâcher prise, c'est pas que théorique. Quand je parle de sortir de sa zone de confort, on n'est pas dans des concepts. Moi, j'ai pu vivre ça, j'ai pu expérimenter un certain nombre de choses qui font que je suis encore plus riche de cette expérience-là, d'une part. Et puis d'autre part, c'est très rigolo parce que quand je suis revenu, je discutais avec un copain qui était parti l'été. Alors on revenait, on racontait ses vacances d'une certaine manière. Et donc je lui raconte tout ça. Et quelqu'un qui était aussi un peu branché spiritualité, et il me dit bah, écoute, moi j'ai vécu la même expérience en partant dans le Jura. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça te renvoie un petit peu à une certaine forme d'humilité. C'est-à-dire que peut-être que cette expérience, on peut la vivre sur son canapé potentiellement. Et en fait, chacun a ce qu'il a à vivre. Moi, j'ai toujours eu besoin de vivre les choses de manière un peu intense et de pousser et d'aller dans des trucs un peu forts, quoi. Dans vos retranchements. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'histoire de ma vie. Mais en même temps, voilà, il suffit d'aller dans le Jura pour vivre le même type d'expérience parce que c'est avant tout prendre du temps pour soi. Et ça, moi, dans ma vie, en fait, ce voyage m'a permis de me rendre compte que je prenais jamais du temps pour moi. Ouais. C'est-à-dire que j'avais tellement besoin du regard de l'autre, dû à mon déficit d'estime de moi, qu'en fait, je m'organisais pour toujours avoir des gens autour de moi. Ouais. Donc, ça m'évitait de réfléchir. Et est-ce que ce voyage a pansé des blessures? Oui, clairement. Clairement. Si je me suis engagé dans le syndicalisme, c'est parce que j'avais une mémoire et une blessure très, très profonde dans mon rapport à l'injustice. Et c'est ce qui a fait que je me suis battu pour l'intérêt général, à défendre ceux qui étaient plus en difficulté. Et j'ai eu particulièrement une expérience au bord du lac Songkhol, à travers un voyage dans une vie antérieure qui m'a permis de prendre conscience d'où venait ça, et pour le coup de nettoyer ça. Et aujourd'hui, je me sens vraiment libéré. Et j'étais quelqu'un qui pouvait être très colérique. Pas complètement guéri, mais en tout cas, ça a participé à amener beaucoup d'apaisement chez moi. Donc il y a un avant et un après. Ouais, clairement, quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, dans votre pratique de coaching, il y a des enseignements que vous avez pu appréhender lors de ce voyage, que vous mettez au bénéfice de ceux que vous accompagnez? Oui, particulièrement. Aujourd'hui, j'ai réussi à développer une espèce d'hygiène de vie. J'imagine que tous les jours, vous brossez les dents 1, 2, 3 fois par jour. Moi, maintenant, la méditation et les états modifiés de conscience, elles font partie de mon hygiène de vie. Okay. Et ce que j'ai vécu au Kirghizistan dans cette aventure, elle m'a permis vraiment de prendre conscience que lorsque je médite ou lorsque je trans, parce que je me suis formé aussi à la transcognitive auto-induite, mes journées, elles sont pas pareilles, quoi. Parce que après, c'est des processus biochimiques, hein. Ces états modifiés de conscience nous permettent de réactiver notre homéostasie, donc la capacité du corps à s'auto-guérir, et donc du coup à diminuer notre niveau de stress, et donc du coup, dans la manière de vivre la journée, c'est complètement différent, beaucoup plus lucide. Tiens, petite question, quel est le point commun entre Winston Churchill, Einstein et Salvador Dali? Une question. Tous les trois avaient compris comment utiliser tout leur potentiel. Et en fait, tous les trois, au moment de la sieste, ils se mettaient sur la rocking chair avec une fourchette ou une cuillère, et quand ils s'endormaient, ça tombait par terre et ça les réveillait. Et en fait, quand on arrive dans ce début de phase d'endormissement, on commence à être dans ce qu'on appelle des ondes alpha sur le plan cérébral. Et quand on est en ondes alpha, en fait, ça stimule la lucidité. Winston Churchill a pris toutes ses décisions importantes en étant dans cet état-là.
ça développe la créativité, ça développe l'intuition. Einstein a eu toutes ces idées lumineuses dans cet état-là. Et puis, ça développe la créativité. Salvador Dali peignait quand il était dans cet état-là. Moi, je suis en train d'écrire mon 2e livre et je le fais dans cet état-là. Et en fait, tout est fluide. Tout arrive de manière extrêmement simple. Et quand j'ai passé ces 3 semaines-là, 3 fois par jour à être dans cet état-là, je me suis bien rendu compte qu'en fait, la vie, elle n'est pas la même. Et qu'on est, on n'est plus dans nos programmations parce qu'on est beaucoup plus lucide sur ce qui se joue, en fait. Et qu'est-ce que cet état-là apporte à votre expertise d'aujourd'hui? Elle me permet d'accompagner mes coachés qui ont envie d'aller expérimenter ça. Ah, donc on va bien jusque dans ces états modifiés de conscience. Ouais, et dans... ouais. Ah, ok, d'accord. Oui, parce que j'utilise la mindfulness, la méditation de pleine conscience, c'est le courant de laïque dans la méditation. Et puis également un certain nombre d'exercices de programmation neurolinguistique. Parce que ces exercices-là permettent... j'en ai un, par exemple, très concrètement, que j'utilise dans mes formations aussi. C'est un exercice de connexion au bonheur. Parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on projette de vivre. Et à travers ces états modifiés de conscience et cet exercice de PNL, en fait, on peut se connecter à un état de sérénité, de bonheur, et on peut l'ancrer par un geste. Moi, par exemple, quand je joins donc ces 2 doigts, en fait, très rapidement, je me reconnecte à cet état-là, et sur le plan biochimique, je vais produire les hormones, particulièrement la sérotonine, qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, je vais commencer à avoir le sourire. Et donc ces états-là sont hyper intéressants. Il y a de plus en plus de travaux de recherche là-dessus. Et je pense que dans un certain nombre d'années, en fait, ça deviendra une hygiène de vie pour tout le monde, tellement c'est riche. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le titre de coach alignologue, pour vous accompagner à aligner vos valeurs, discours, actes et missions de vie, moi je trouve que c'est presque réducteur par rapport au potentiel extraordinaire que vous avez dans l'accompagnement? Si on arrive déjà à faire ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est sûr que c'est déjà bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites que c'est souvent le monde de l'entreprise que vous appréhendez, c'est souvent les dirigeants, enfin, c'est même plus que ça, quoi. Il y a des tas de gens qui ne sont pas dans cette industrie-là et qui auraient besoin de cet accompagnement. Oui, clairement. Moi, en fait, si on prend le fil conducteur de ma vie, je pense que j'ai toujours eu envie de changer le monde. Je l'ai fait par plein de manières différentes. Et là, en fait, pourquoi je travaille spécifiquement mais avec les dirigeants, mais pour le coup, en fait, il y a aussi d'autres personnes qui viennent. C'est parce que je trouve que dans les organisations, que ce soit les entreprises, mais également dans la fonction publique, dans les associations, le secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ça permet de travailler à grande échelle. Parce que quand on travaille avec les dirigeants, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois, par exemple, mon premier client. C'est quelqu'un qui était un dirigeant qui avait une petite entreprise de 10 salariés, qui était proche burn-out, on était au moment du Covid. Et en fait, il me dit, là j'ai besoin d'un coup de main, quoi. Et donc, on est allé travailler sur ses valeurs. Et en fait, il prend conscience que sa valeur cardinale, c'est la liberté. Sauf qu'en fait, il s'est enfermé dans son entreprise. Besoin de contrôle, stress, etc., comme la plupart des dirigeants, des entrepreneurs. Quand il prend conscience de ça, derrière, on est allé voir concrètement. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il s'était emprisonné dans son truc, quoi. Et ce qui a été génial, c'est que au bout d'un moment, ça l'a obligé à revoir la raison d'être de son organisation. Parce qu'il disait qu'il faisait un management participatif. En réalité, il y avait quand même un peu de contrôle. Et donc, du coup, il avait attiré des gens qui étaient dans un besoin d'avoir un papa qui vient pour contrôler le travail qu'on fait. Et derrière, on a travaillé sur sa boîte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a laissé travailler avec ses salariés, on a utilisé du co-développement. Et au bout de la 5e séance, c'est un processus d'intelligence collective qui vient du Québec, au bout de la 5e séance, il y a un salarié qui se lève et qui se dit « mais en fait, on se comporte comme des ados ». C'est-à-dire que le patron leur avait laissé de plus en plus de liberté pour que ça puisse développer leur initiative, qu'ils puissent être plus créatifs, etc. Mais c'est ce qu'ils avaient fait, ils étaient allés se chercher une maman, en fait. Comme papa était plus là, ils avaient pris l'assistante de direction, qui était là pour appeler les process et leur taper sur les doigts. Et donc, on a pu faire le job jusqu'au bout. Et donc, j'ai accompagné toute l'entreprise à réellement être autour de la valeur cardinale du chef d'entreprise, qui était la liberté. Qu'est-ce qui se passe après? Il a développé 30% son chiffre d'affaires, il a diminué de 30% son temps de travail, et du coup, maintenant, il prend plus de temps pour lui, pour ses enfants, pour sa famille. D'où la liberté. D'où la liberté. Et en fait, les salariés sont hyper contents parce qu'en fait, ils sont dans une espèce de structure où c'est à la fois familial et en même temps, ils ont beaucoup de liberté. Et en même temps, maintenant, il y a une co-responsabilité qui s'est développée. Et quand on va travailler sur les organisations, en fait, on ne travaille pas qu'avec une seule personne. Derrière, ça va énerver dans toute la structure. Et c'est pour ça que je trouve que
bah, c'est plus utile et plus efficace. Et puis aujourd'hui, moi, je m'éclate à faire ça. Oui, c'est plus impactant, effectivement, parce que voilà. Alors évidemment, quand vous parlez du monde de l'entreprise, c'est les petites, moyennes et grandes entreprises. Hein, on est bien d'accord que c'est valable pour Bien sûr. pour tout le monde. Juste un mot parce que cette thématique évidemment me fascine. On vous a dit que vous étiez chaman? Alors non, moi le chamanisme en fait, il s'inscrit dans une culture, Ouais. il s'inscrit dans une spiritualité. Et moi, je suis pas dans une culture, dans une spiritualité issue de ces territoires-là. Moi, je suis dans un territoire d'origine celtique. Moi, je suis alsacien et peut-être que j'ai développé des capacités extrasensorielles qui peuvent se rapprocher de ce qu'on peut observer auprès des chamans, mais jamais je me considérerais comme un chaman parce que c'est pas mon histoire. C'est un livre qui est édité chez L'Harmattan, c'est ça? Tout à fait. Voilà, un petit ouvrage que je lirai avec grand plaisir, et merci pour la petite dédicace qui va bien. Et c'est le genre d'histoire évidemment qui me fascine. Qui peut donc faire appel à vous, à part évidemment, on l'a compris, hein, les chefs d'entreprise, le monde du sport aussi, j'imagine? Ouais, j'accompagne également des sportifs de haut niveau. Parce que en fait, à travers le coaching, finalement, c'est une autre manière de parler de préparation mentale. On va dire qu'il y a 3 domaines d'expertise dans lesquels j'ai développé un petit peu de compétences, et notamment dans le développement de l'intelligence émotionnelle, dans la gestion du stress, dans l'intelligence collective. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le sport de haut niveau, et ça leur permet voilà, de pouvoir mieux appréhender, gérer ces situations de stress lorsqu'ils sont en compétition. Comment vous, à titre personnel, vous gérez vos émotions? Ben, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que en fait, face à certaines situations, ben, en fait, les émotions vont se manifester. Ouais. C'est ce que j'explique dans les formations. En fait, l'idée c'est pas, j'entends quelquefois, il faut gérer ses émotions. Ouais. Moi, je suis pas ok avec ce terme-là parce que pour moi, les mots ont un sens. Et quand on est dans gérer, d'une certaine manière, il y a, il faut que je les mette de côté, quoi. Faut pas oublier que l'émotion, en fait, c'est un messager. C'est un messager de notre corps, c'est un messager de notre inconscient. Et c'est quand même dommage de se priver du message qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, les émotions, elles viennent nous donner le message qu'un besoin n'est pas nourri. Donc, quand les émotions se manifestent, maintenant, avec le temps, l'entraînement, etc., je vais essayer de voir qu'est-ce qui se joue derrière, quoi. Il y a des travaux de recherche, par exemple, en Finlande, qui permettent de démontrer qu'en fait, il y a une espèce de cartographie émotionnelle. Et en fait, les émotions, vous prenez, je sais pas, par exemple, la tristesse, elle va se manifester dans cette partie du corps. Vous prenez la peur, elle va se manifester dans cette partie. Et donc, du coup, je commence à identifier de plus en plus des récurrences qui font que selon où ça va se manifester dans mon corps, je vais être plus facilement en éveil sur, OK, là, on est sur de la peur, on est sur de la colère, on est sur de la tristesse. Après, derrière, on est quand même dans une société d'analphabètes émotionnels, on peut se le dire. Particulièrement nous les mecs, parce qu'on nous a appris à être fort, faut pas pleurer, etc., etc. Faut avoir peur. Et en fait, notre vocabulaire émotionnel, il est extrêmement pauvre. Moi, quand je pose la question à quelqu'un, allez, cite-moi 10 émotions. Les gens, la plupart du temps, déjà, ils font pas la différence entre émotion et sentiment. Et puis, ils arrivent peut-être à 5, 6, 7, alors que le vocabulaire émotionnel, on peut arriver à une cinquantaine, une centaine de mots. Donc, à l'intérieur de la peur, par exemple, si on est sur un peu d'anxiété ou sur de la terreur, on n'est pas sur la même graduation. Donc là, l'idée, c'est d'être de plus en plus fin. Et puis, après, ce qui est intéressant aussi, c'est de mesurer l'intensité de l'émotion. Par exemple, si je suis dans de l'anxiété à 8 sur 10 ou à 2 sur 10, c'est pas la même chose. Mais l'avantage de pouvoir mesurer l'intensité, c'est que derrière, quand on va tester des trucs, je vais tester une méditation, une respiration, d'aller crier dans les toilettes parce que j'en peux plus et je veux m'isoler, etc. Ça permet de voir comment on arrive à réguler ses émotions. Et je préfère parler de réguler parce que quand on est dans la régulation, on n'est pas dans le postulat qu'il y aurait des émotions positives et négatives. Non, toutes les émotions sont des messagers. Et donc, du coup, ça permet derrière d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui se joue derrière et de voir quel est le besoin qui n'est pas nourri. C'est vrai qu'on nous apprend très souvent, la plupart du temps, dans nos fondamentaux, on nous apprend à essayer de maîtriser effectivement ces émotions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve parfois avec des ressentis qui sont très difficiles à appréhender. Et alors donc, effectivement, ça passe par lorsque vous êtes en société, dans une société, auprès des dirigeants,
Ça passe par des ateliers de groupe, ça passe par des mises en situation, ça passe par des exercices, ça passe par des... Il y a plusieurs formes. Il y a le coaching individuel, mais il y a aussi le coaching d'équipe. Je fais par exemple du coaching de CSE, les comités sociaux d'entreprise, où il y a des représentants d'employeurs, des représentants de salariés. Et en fait, dans ce cadre-là, par exemple, on va aller travailler sur comment on travaille ensemble. Et notamment, il y a la dimension émotionnelle et il y a toutes ces programmations à travers des outils j'utilise de l'analyse transactionnelle, par exemple, les drivers, les états du mois, etc., etc. Et puis après, il y a des formations. J'interviens, par exemple, dans l'éducation nationale où je forme des enseignants, des professionnels de l'éducation autour de la gestion du stress et du développement de l'intelligence émotionnelle. C'est 3 journées de formation avec 1 mois entre chaque journée. Ça leur permet d'aller expérimenter en classe, de revenir, on fait de l'analyse de pratique, on redonne la grille de lecture, etc., etc. Je demande souvent, Patrice, à ceux qui s'installent ici de nous raconter une histoire, le fameux avant-après. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font des travaux chez eux et ils mettent la photo du avant et la photo du après les travaux. Est-ce que vous, au travers de vos travaux, est-ce qu'il y a une histoire, un accompagnement qui vous a profondément marqué, où vous avez vu un changement, une transformation au sein même d'un établissement, d'une institution, d'une entreprise, d'un particulier, avec ce avant-après? Quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Alors, il y a une histoire. C'est une enseignante, en fait, où en J1 ou en J2, on va aller travailler sur les drivers. Donc les drivers, en fait, aujourd'hui, il y a 5 drivers qui sont des espèces de schémas cognitifs inconscients qui font qu'on se comporte d'une certaine manière. Il y a soit fort, soit parfait, dépêche-toi, fais des efforts et fais plaisir. Et donc, du coup, il y a une enseignante qui prend conscience qu'en fait, son driver cardinal, c'est soit parfaite. Et donc, du coup, on va aller faire l'analyse de pratique et en fait, elle se rend compte qu'elle a un niveau d'exigence auprès de ses élèves qui est énorme. Elle retransmet ce qu'elle s'exige à elle-même pour les autres. Exactement. Et en J1, on va faire aussi un travail autour d'un autodiagnostic émotionnel sur la base des travaux du professeur Davidson, qui est un chercheur en neurosciences. Et donc, ça leur permet de voir comment émotionnellement, qu'est-ce qui se joue, parce qu'on a différents axes dans notre profil émotionnel. Et en fait, elle se rend compte qu'elle se met régulièrement en colère sur ce soi parfait. Et ce qui, là, ça m'émeut encore un peu, c'est on fait le bilan en 3e jour, et en fait, elle nous raconte que elle a expliqué ça à ses élèves, qu'elle a expliqué qu'en fait, son driver, c'était le soi parfait, qu'elle a travaillé avec eux sur la question des émotions, et qu'elle leur demandait de leur faire, que les élèves puissent lui faire le miroir de comment elle se comportait avec eux. Wow. Ça a dû être violent. Mais ça a été surtout pour moi hyper courageux ce qu'elle a fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, pour le coup, je suis encore ému là en repensant. Là, j'ai l'impression d'être utile parce que pour le coup, ça va être tous les ans une vingtaine d'enfants qui vont bénéficier de ce nouveau savoir-être qu'elle a développé et ça va être hyper riche à la fois pour leur apprentissage, mais en fait, les enfants, on peut leur transmettre ce qu'on veut, on leur transmet surtout ce qu'on est. Et si je vous dis « taisez-vous, ça suffit maintenant », qu'est-ce que vous allez retenir? Le fait que je vous ai crié dessus, pas le fait qu'il faille vous taire. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, en fait, je pense que ça va transformer sa pratique professionnelle. Voilà, il y a quelques histoires comme ça. Et par voie de conséquence, les réactions et le comportement et la manière dont les enfants vont appréhender ça, quoi. Ouais. Ah, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que non seulement c'est courageux, parce que c'est elle qui s'est prise en main directement, qui vous contacte et qui vous dit... En fait, c'est des formations qui sont organisées par le rectorat, ils s'inscrivent, et puis, alors c'est des gens qui forcément commencent à se poser des questions. Oui, c'est sûr. Et qui ont accepté de sortir de leur zone de confort. Et c'est... Tous les ans, il y a des histoires comme ça qui me renforcent dans la conviction que je suis à la bonne place et que c'est utile, quoi. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? La visibilité? Plus de visibilité? Pas forcément, parce que d'ailleurs j'ai décalé à plusieurs reprises ma venue ici parce qu'en fait je suis full là, jusqu'au mois de décembre. Tant mieux. Je suis full. Donc maintenant ça me permet au moins de me recentrer sur ce qui me fait le plus plaisir, de vraiment de plus en plus rentrer dans ma zone de kiff. Après voilà, plus il y aura de gens qui me contacteront, plus ça me permettra d'avoir le choix sur les gros projets. Mais l'idée, c'est d'articuler à la fois mes temps de formation, mon coaching collectif et le coaching individuel, parce que
je trouve que les trois ensemble, ça me permet d'avoir un équilibre avec l'écriture à côté en plus, qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que vous inculquez à Théo et Nils alors? Parce que le papa que vous êtes aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être 15 ans en arrière, ils n'auraient pas eu le même. Ah ouais, clairement, ouais. Bah, qu'est-ce que je leur inculque? Je sais pas, j'espère que je leur inculque des bonnes choses. C'est sûr. mais ouais, la question, c'est de se dire, est-ce que ces émotions-là, vous leur apprenez à... Alors, je dis plus gérer, parce que visiblement, il faut plus dire gérer, mais vous leur apprenez à les appréhender et à les extérioriser, à les comprendre. D'ailleurs, j'ai un Théo, par exemple. Théo, mon grand, c'est un enfant qui est neuroatypique, qui a été diagnostiqué au potentiel et TDAH à l'âge de 6 ans et 8 ans. Et donc, pour lequel les émotions, ça bouge, quoi. Ouais. Et particulièrement, quand il avait 3-4 ans, c'était vraiment compliqué parce que il était régulièrement, il faisait des colères, etc., etc. Et on a commencé à travailler avec lui. Et c'est peut-être là, en fait, où j'ai de plus en plus commencé à m'intéresser à ces questions-là. Parce que ça me renvoyait aussi à moi. Bien sûr. Et puis j'avais envie d'aider mon enfant dans cette difficulté-là. Et je me souviens de la première fois où je lui ai dit, écoute Théo, en fait, tu as le droit d'être en colère. Regarde, en fait, dans son environnement, personne dit à un enfant qu'il a le droit d'être en colère, quoi. On lui dit, mais tais-toi, mais arrête de crier, etc. Et je lui dis, mais par contre, on va fixer un protocole, parce que tu as le droit d'être en colère, mais pas de violence à l'égard des autres, pas de violence à l'égard de toi-même, pas de violence à l'égard des objets, tu vas pas casser quelque chose. Donc, on va trouver quelque chose qui te permettra de sortir cette colère. Et donc, du coup, son truc, c'était qu'il allait dans sa chambre, il criait, il tapait sur son coussin, etc. Et je me souviens de la première fois où il est revenu et il me dit, papa, ça y est, la colère, elle est partie. On peut passer à autre chose. Oh. Et là, pour moi, ça a été magique, quoi. Bien sûr. Et alors, ça n'a pas tout réglé parce que, voilà, mais voilà, j'essaie de les accompagner dans leur éducation émotionnelle, à les alphabétiser sur le plan émotionnel. On a des petits outils, on a la roue des émotions. J'ai mon petit là qui a 6 ans, il a une petite roue, alors il ne sait pas encore lire, mais du coup, il y a des pictogrammes qui lui permettent d'aller identifier qu'est-ce qui se joue dans son corps, quel état émotionnel il a, et puis de voir quel peut être le besoin derrière. Donc j'essaye de les accompagner et en même temps, en les accompagnant, j'en apprends aussi encore plus sur moi. Donc en fait, c'est vraiment un échange. Et puis pour le coup, comme je suis conscient qu'en fait, je peux leur dire ce que je veux, avant tout, c'est ce que je suis, je m'autorise à leur dire que des fois, je me plante, que des fois, je suis en colère et que c'est bien qu'ils me le disent aussi. Je leur dis quand je suis triste et quand j'ai besoin de pleurer, parce que ça va être modélisant pour eux. Donc, je suis pas un père parfait. Enfin, je veux pas, clairement, j'ai mes travers, et puis je me mets encore en colère, etc. Mais voilà, j'essaye d'avancer et puis j'essaye de faire de mon mieux, comme tous les parents. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est plein d'enseignements. Il y a plein de sagesse. Ça va bien au-delà de l'alignologue que vous dites être, mais je trouve que c'est aussi l'originalité de ce titre, qui permet aujourd'hui vous le dites très bien, d'aligner ses valeurs, ses discours, ses actes, sa mission de vie. Vous avez trouvé la vôtre. Ouais, là, je suis à la bonne place, là. Ça a mis du temps. Mais au moins. Ouais, ça a mis du temps, mais en même temps, si je suis à cette place aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu toutes ces expériences. Bien sûr. Donc, voilà, je regrette rien, au contraire. L'intuition pour seul guide à la rencontre d'un chaman, le récit de Patrice Vassheimer, j'ai bien dit Vassheimer. Tout à fait, Vassheimer. Le prochain, c'est quoi? Alors le prochain, ça n'a rien à voir. Ça s'inscrit dans ma passion depuis 40 ans, le handball. Puisque je suis en train d'écrire un roman qui s'inscrit dans l'univers du handball professionnel féminin. C'est un roman d'anticipation sociale qui aura lieu en 2028-2029. Donc c'est l'opportunité d'aller voir quels seront les nouveaux outils qui accompagneront le haut niveau. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'état modifié de conscience, etc., etc. Puis j'ai aussi envie de porter des questions sociétales. On va parler de dysménorrhée, des règles douloureuses. On va parler d'un certain nombre de questions qui commencent à poindre un petit peu dans le débat public, mais moi je suis un féministe, donc j'ai aussi envie d'aller porter ces questions-là. Et puis c'est aussi l'opportunité d'aller travailler sur mes racines corses, puisqu'il y a une histoire qui se passe en Corse et en France avec ma jeune joueuse qui va vivre une histoire d'amour et plein de choses. Et voilà. Super, ça sort quand ?
Alors, j'en suis à peu près à la moitié au niveau de l'écriture. C'est Peut-être qu'à la rentrée, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous. C'était passionnant. Autour de cette vidéo, on va vous mettre les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Patrice Vassheimer et puis d'abord vous permettre de lire évidemment son ouvrage, son parcours de vie et puis ce périple du côté du Kazakhstan. Kirghizistan. Voilà. Totalement inconnu au bataillon, improbable de mettre ça géographiquement sur une carte, mais bon, c'est vrai que quand on le voit pas, ne fait pas de gros plans, c'est pas la peine, on le voit d'ici, mais les cadres comme ça, avec les yourtes comme ça, c'est au milieu de nulle part. Ouais. C'est fantastique ça. Hein. Tous ceux qui ont vécu ce genre d'expérience, et on en a reçu beaucoup, tous nous disent qu'ils sont transformés après avoir fait un voyage comme ça. C'est un voyage à l'introspection par cette immensité. Surtout partir sans but, sans point d'attache, un sac à dos et go, quoi. Ouais, ça c'est puissant. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Bon retour en Alsace, vive le Kouglof et toutes les bonnes choses que l'on déguste là-bas. Vous partagez, vous commentez et vous avez les liens autour de cette vidéo pour rentrer en contact avec Patrice. À très vite, salut.